Sous une pluie battante, notre héros aperçoit une fille recroquevillée dans une ruelle sombre, inquiet, il l'appelle pour qu'elle ne prenne pas froid, il sent que cette rencontre va changer quelque chose. Elle le supplie de ne pas s'impliquer avec elle, comme si elle voulait l'éloigner, pourtant, cette rencontre semble être le déclencheur d'un changement majeur. Le jeu The Magic of Bon and the Holy Soirée, ou Kizuyoru, met en scène une héroïne commune capable d'utiliser la magie sacrée, ce qui lui permet d'intégrer une académie royale réservée à la noblesse. Là, elle renforce ses liens avec ses cibles avant de vaincre le dernier boss et d'épouser l'un d'eux. Le jeu est un automne RPG avec un thème de la réussite sociale, allant de la pauvreté à la richesse. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est qu'il s'agit d'un Utsuge, un jeu connu pour son histoire triste et émouvante. La raison de cette fin est la mauvaise route de Finn. Pour l'atteindre, elle doit échouer à gagner l'affection de ses cibles et commencer sa deuxième année avec peu de soutien de ses amis, rejetée à cause de sa magie sacrée perçue comme une magie noire. Finn subit un harcèlement cruel qui la pousse à abandonner et disparaître dans la nuit. Certains joueurs pensent même que ce scénario déprimant est la véritable fin du jeu. Ash Leben se présente comme un homme japonais réincarné dans le monde de Kizuyoru, son apparence soignée et son attitude assurée marquent le début de son histoire dans cet univers. Un jour, peu après ses 10 ans, notre héros feuillette des cartes et des livres de référence en préparation de ses futures explorations de donjons. Fasciné, il découvre les créatures qui peuplent ces lieux, intrigué par leurs faiblesses et les stratégies pour les vaincre. Son enthousiasme grandit à l'idée de pouvoir un jour s'aventurer dans ces donjons. Soudain, une étrange sensation envahit notre héroïne, elle se demande pourquoi elle connaît déjà toutes ces informations, une révélation frappe son esprit, lui rappelant qu'elle a déjà joué à Kizuyoru dans une vie antérieure, des images de son passé lui reviennent en mémoire, bouleversant sa perception du présent. Notre héros réalise qu'il est né dans une famille noble, mais à la position la plus basse possible, celle de baronnet. En tant que deuxième fils, il ne fait même pas partie des personnages secondaires insignifiants, ce qui lui laisse une certaine chance. Cette prise de conscience lui permet de mieux comprendre sa situation actuelle grâce à ses souvenirs. Ne faisant pas partie des héritiers, notre héros décide de profiter pleinement de sa liberté. Il s'aventure avec enthousiasme dans les donjons, prêt à explorer autant qu'il le souhaite. Cependant, il note que certaines différences existent par rapport au jeu qu'il connaît. Ash découvre que son personnage, Ash Leben, n'existe pas réellement dans le monde de Kizuyoru. Cependant, un problème majeur persiste, il est incapable de se souvenir de l'apparence de l'héroïne, ce qui complique sa compréhension de la situation. Ash s'interroge sur la direction que prend désormais ce monde, se demandant même si une fin existe réellement. Il se rappelle avoir vu les cibles à capturer à l'académie, ce qui lui confirme qu'il se trouve bien dans le monde de Kizuyoru. La pluie commence à tomber de plus en plus fort, poussant notre héros à chercher un raccourci pour rejoindre le dortoir. Alors qu'il avance dans une ruelle étroite, une sensation soudaine le met en alerte, marquant un tournant inattendu dans sa promenade sous la pluie. Sous la pluie battante, une jeune fille blessée s'abrite dans la ruelle, serrant son bras marqué par une blessure. Son regard triste et silencieux laisse deviner une profonde détresse. Ash s'approche de la jeune fille, inquiet, et se demande si elle est victime d'intimidation. Malgré sa sollicitude, elle le repousse doucement, lui demandant de ne pas s'impliquer dans ses problèmes. Son regard reste empreint de tristesse et de résignation. Ain avoue qu'elle aime s'asseoir ici, malgré la pluie qui tombe toujours plus fort, un soupir s'échappe de ses lèvres, trahissant sa fatigue et sa peine. Soudain, le protagoniste lui tend son parapluie, lui offrant un peu de réconfort sous la pluie battante. Sans un mot de plus, il s'éloigne en courant sous la pluie, lui disant qu'elle n'a pas besoin de lui rendre son parapluie. Elle reste assise, silencieuse, protégée par l'ombre de son abri fragile. Ash, allongé dans son lit, confie qu'il a réussi malgré une immunité qui ne s'améliore pas, et qu'il pourra quand même obtenir son diplôme en prenant des jours de repos. Soudain, on frappe à la porte alors qu'il se demande qui cela peut être, car les cours sont encore en cours. Une jeune fille se tient devant la porte, tenant un parapluie fermé, et annonce au protagoniste qu'elle est venue lui rendre ses affaires. Surpris, il réagit vivement à cette apparition inattendue. Ain montre une carte trouvée dans la veste du protagoniste, ce qui le surprend. Il se demande comment elle connaît son nom et même sa chambre. Elle explique qu'elle a préféré venir le voir en personne plutôt que de laisser ses affaires à un gardien. Le héros, sentant que son rhume empire, l'invite à repartir rapidement pour ne pas la contaminer. Elle le retient doucement alors qu'il tente de s'éloigner, insistant sur le fait qu'il a de la fièvre. Malgré ses protestations, elle refuse de le laisser faire comme si de rien n'était. Elle lui propose alors de le ramener se reposer, ce à quoi il finit par acquiescer.
Ayn demande au héros s'il a des médicaments contre le rhume, ce qu'il nie. Elle lui demande alors de fermer les yeux avant de lui administrer un soin, s'excusant si cela lui cause une gêne. Peu à peu, il sent la douleur dans sa gorge et sa fatigue s'atténuer, intrigué par ce qui vient de se passer. Ayn annonce que sa fièvre semble avoir baissé et qu'elle va partir. Le héros tente de lui proposer une compensation, mais elle le coupe doucement, lui rappelant que sa reconnaissance lui suffit amplement. Elle s'éloigne avec assurance, laissant le protagoniste surpris. Ayn, visiblement gêné, s'excuse timidement, espérant que le héros a bien entendu ses mots. De son côté, le protagoniste, un peu surpris, propose de manger ensemble, ce à quoi elle répond qu'une personne malade ne devrait pas cuisiner et qu'elle s'en chargera elle-même. Le héros accepte finalement, soulagé. Ayn revient avec un plateau contenant un repas chaud, annonçant que la nourriture est prête. Elle avoue ne pas être sûre du goût, tandis que le héros la remercie avec un sourire. Devant eux, le plat fumant semble appétissant, éveillant l'appétit du protagoniste. Ayn goûte enfin le repas et s'exclame avec enthousiasme que c'est délicieux. Le héros l'encourage à manger aussi, ce qu'elle accepte avec un léger étonnement. Installée à la table, elle se prépare à savourer le plat avec un mélange d'appréhension et de plaisir. Ayn, ému aux larmes, laisse échapper quelques gouttes en tenant la cuillère. Le héros, surpris, s'inquiète et lui demande ce qui ne va pas. Elle explique timidement qu'elle n'a pas mangé de nourriture chaude depuis longtemps, ce qui explique sa réaction. Le héros se remémore l'image de la jeune fille assise seule dans une ruelle, se demandant si quelque chose de grave lui est arrivé. Assis face à elle dans la pièce silencieuse, il remarque soudain ce calme inhabituel autour d'eux. Ayn s'est endormie doucement, un calme apaisant émanant d'elle. H, observant la scène, sourit avec soulagement en réalisant qu'elle a enfin pu se détendre. Le silence enveloppe la pièce, marquant un moment de paix inattendu entre eux. Le lendemain, un combat intense éclate dans la cour de l'académie. H Leben, avec une maîtrise impressionnante, porte un coup décisif à son adversaire. Il est proclamé vainqueur sous les regards ébahis des spectateurs. H félicite son ami Ayn pour ses 3 victoires consécutives, impressionné par sa forme physique exceptionnelle malgré sa récente faiblesse. Ayn se rappelle à quel point il était épuisé la veille, à peine capable de tenir debout. H, quant à lui, a laissé une note et une clé pour la jeune fille encore endormie, espérant qu'elle puisse se reposer tranquillement pendant son absence. Dans la salle à manger, les élèves discutent tranquillement de leur repas. 2 camarades échangent sur un événement majeur survenu la veille. Son Altesse Albéric a annoncé ses fiançailles, provoquant une vive surprise chez le protagoniste. Le prince Albéric, 2e prince du pays, est identifié comme une cible à capturer à Kislioru. 2 camarades discutent d'une jeune fille nommée Élise Ringstad, qui semble inconnue du jeu dont ils parlent. Intrigués, ils se demandent si elle pourrait être la fille d'un duc, tout en notant qu'elle vient d'une famille de baronnets, comme eux. Les élèves de l'académie sont répartis en classes selon leur rang noble, ce qui rend les interactions entre eux presque impossibles en raison de programmes différents. On apprend qu'Élise a été transférée dans une classe de rang supérieur dès l'annonce de ses fiançailles, ce qui surprend certains, car ils ne s'attendaient pas à ce que la royauté trouve un terrain d'entente avec elle. Élise offre un sandwich emballé à Albéric avec un sourire sincère, lui proposant de goûter. Le prince accepte volontiers, touché par ce geste simple mais attentionné. Pendant ce temps, 2 camarades observent la scène, intrigués par la modestie du repas, qu'ils reconnaissent comme venant de la cantine de l'école. H et un camarade cherchent une place où s'asseoir dans la salle à manger. Ils proposent timidement de partager une table, mais la réponse désinvolte de l'autre semble indifférente. Élise, tenant son plateau, est soudain interpellée par un « Hey » qui capte son attention. Un élève de rang supérieur interpelle Élise avec mépris, la traitant de « paysanne ». Malgré sa présence dans cette noble académie, on apprend que seuls les élèves des classes supérieures ont le droit de porter des décorations sur les manches de leur uniforme, appelées « sleeveholders », tandis que les élèves de rang inférieur sont méprisés et surnommés « sleeveless ». L'élève de rang supérieur s'emporte, insultant Élise et lui ordonnant de disparaître rapidement. Malgré ses provocations, elle reste silencieuse, ce qui agace profondément son agresseur. Furieux, il brandit un bâton, prêt à lui montrer qu'elle n'a pas sa place ici. Alors que la tension atteint son paroxysme, un élève de rang supérieur intercepte l'attaque au bâton avec une détermination farouche. Derrière lui, Élise observe, visiblement surprise mais immobile, tandis que son agresseur se retrouve stoppé net. L'élève de rang supérieur bloque fermement le bâton de son agresseur, le défiant avec un regard déterminé. Il lui lance un reproche cinglant, affirmant qu'il défend une fille harcelée par un « sleeveless ». L'agresseur, furieux, tente de riposter, mais son attaque est rapidement contrée.
L'élève de rang supérieur saisit fermement le bâton et contre-attaque avec une rapidité déconcertante, d'un mouvement précis, il attrape son adversaire par le col, le déséquilibrant brutalement, l'agresseur étouffe un cri de douleur, pris au piège. H, visiblement fier de lui, serre le poing en affirmant se sentir bien, malgré tout, autour de lui, les élèves présents réagissent avec surprise et curiosité face à cette altercation entre un « sleeveless » et un « sleeveholder », un camarade le réprimande pour son excès de zèle, tandis qu'il laisse la suite de la situation à un autre, laissant l'agresseur au sol, sonner. Soudain, un élève saisit la jeune fille dans ses bras et s'enfuit rapidement, laissant derrière lui un camarade furieux qui exige des explications le lendemain. La surprise se lit sur le visage de la fille, prise au dépourvu par cette intervention inattendue. Le garçon, un peu gêné, demande à la jeune fille de le poser, tandis qu'elle s'excuse timidement, il s'interroge sur les raisons qui l'ont poussé à agir ainsi pour lui, avec un léger sourire, il avoue qu'il ne pouvait tout simplement pas la laisser seule. Elle semble réfléchir un instant avant d'accepter la proposition, conscient qu'ils attirent trop l'attention en uniforme en pleine journée, il décide de se rendre à la demeure du garçon, située non loin de là. Une fois arrivé, il pénètre dans un lieu chargé d'objets anciens et poussiéreux. Ayn semble soudain prise d'un doute, son regard trahit une inquiétude profonde, en observant la pièce encombrée d'objets en désordre, le garçon réalise qu'ils sont seuls, sans aucune présence familière, il se demande alors où sont rangés les outils de nettoyage, intrigué par la situation. Ayn insiste avec urgence sur la nécessité de nettoyer la maison, craignant que le garçon ne tombe malade s'il reste trop longtemps dans cet environnement, ce dernier, un peu hésitant, explique qu'il vit habituellement au dortoir, mais elle le pousse à envisager ce qu'il ferait s'il ne pouvait pas y retourner. En cherchant des indices, il finit par penser que les outils de nettoyage sont probablement rangés dans la pièce à l'arrière. Ayn, déterminé, enfile un tablier et encourage à commencer le nettoyage sans tarder, assurant que tout ira bien. Le garçon, en observant les outils, se reproche la situation tout en réalisant qu'elle partage probablement ses propres difficultés. Il s'interroge néanmoins sur la raison pour laquelle les membres des Sleeveholders semblent tant la rejeter. Ayn grimpe sur une échelle pour atteindre un endroit en hauteur, concentré sur sa tâche. Le garçon, un peu gêné, remarque discrètement une partie de sa tenue et hésite à le lui faire remarquer. Pendant ce temps, elle commence à déplacer des objets lourds pour accéder à ce qu'elle cherche. Soudain, le garçon crie un avertissement, alerté par un danger imminent, il attrape la jeune fille juste à temps pour la protéger d'une chute d'objets instables qui s'effondrent derrière elle, leur proximité crée un moment intense et inattendu. Ayn le remercie timidement, tandis qu'il s'inquiète pour elle après l'avoir protégée, tous deux vérifient qu'aucun autre danger ne les menace, puis elle lui demande avec hésitation de la lâcher, leur échange révèle une tension mêlée de soulagement et de gêne. Le garçon s'excuse maladroitement de ne pas avoir fait attention plus tôt, tandis que la jeune fille, un peu gênée mais malicieuse, lui reproche de ne rien avoir dit plus tôt après avoir aperçu sa culotte. Leur échange devient soudainement embarrassant, créant une tension comique entre eux. Le décor semble transformé, plus lumineux et impeccable, ce qui ne passe pas inaperçu. Le garçon profite de cette occasion pour changer habilement de sujet en proposant de dîner ensemble. Ayn, malicieuse, remarque immédiatement cette manœuvre et le taquine sur son changement de conversation. Elle demande timidement à emprunter la douche, malgré la gêne que cela pourrait engendrer dans une maison d'hommes. Le garçon, un peu surpris, s'excuse rapidement, elle se rassure en pensant que, après tout ce qu'il s'est passé, son embarras est dépassé. Ayn s'excuse avec un sourire malicieux de l'avoir taquiné, assurant qu'elle ne lui en tient pas rigueur. Son attitude détendue contraste avec la surprise visible du garçon, qui réalise soudain la situation. Elle annonce alors qu'elle va prendre une douche, ce qui le laisse sans voix. H se souvient soudainement d'un détail crucial, la jeune fille qu'il a en tête est bien l'héroïne du jeu. Cette révélation éclaire son esprit, renforçant sa détermination. H réalise que la magie sacrée, capable de guérir instantanément son rhume, est la seule que Finn peut utiliser. Il comprend aussi que cette magie est perçue comme une magie noire, ce qui expliquerait le traitement cruel qu'elle subit de la part des rangs supérieurs. H réalise avec inquiétude que le monde dans lequel il se trouve semble se diriger droit vers une mauvaise fin. Tous les éléments du puzzle commencent enfin à s'assembler, révélant une vérité troublante. H explique que la mauvaise fin d'Anki-Zuioro est différente de celle des autres jeux Automne. Ici, les crédits ne défilent pas dès que cette fin est atteinte, au contraire, il faut encore subir la haine, les abus et la diffamation de tous les personnages jusqu'à la fin de la route commune. Si le joueur tente de supprimer sa progression en cours de partie, tout le contenu débloqué,
les objets acquis et les améliorations de statut seront perdus, c'est pourquoi il faut continuer à jouer, qu'on le veuille ou non, cette souffrance imposée aux joueurs est justement appelée Utsuge. Ash remercie pour avoir pu utiliser la douche, mais l'autre personne lui répond de ne pas s'en inquiéter. Soudain, une jeune femme l'interpelle en l'appelant Finstone, ce qui surprend visiblement notre héros. Ash réalise que son interlocutrice savait déjà qui il était, cette dernière confirme qu'elle avait entendu parler d'une fille aux capacités magiques exceptionnelles inscrite en classe aristocratique malgré son statut de roturière, il insiste en affirmant qu'il ne ment pas. Ash s'excuse d'avoir été maladroit, mais elle lui répond avec un sourire rassurant de ne pas s'en faire. En arrière-plan, il repense que les rumeurs se sont arrêtées dès qu'ils ont entamé la route de la mauvaise fin. Ash s'excuse d'avoir caché son nom, mais elle lui répond qu'elle n'en a pas de problème, il se reproche intérieurement son geste, réalisant qu'il a involontairement attristé la jeune femme, celle-ci semble affectée, comme si elle se sentait abandonnée. Le soir venu, notre héros propose à la jeune femme de passer la nuit chez lui, ce qu'elle accepte avec gratitude. Le lendemain matin, il entre dans une pièce en saluant Finn, mais son regard trahit une surprise soudaine. Ash découvre une lettre de Finn, où elle s'excuse sincèrement d'avoir caché son identité et de lui avoir causé des désagréments, annonçant son départ imminent. Pris de panique, il se reproche de ne pas avoir anticipé son état émotionnel actuel ni su comment agir face à elle. Son désarroi grandit alors qu'il réalise la gravité de la situation. Ash réalise qu'il a déjà choisi de suivre cette mauvaise voie qui fait souffrir Finn encore et encore, il refuse de la voir perdre son sourire et décide fermement de changer les choses pour elle. Ash, surpris par la foule rassemblée, réalise qu'il doit retrouver Finn au plus vite, il remarque avec mépris que les roturiers semblent incapables de contrôler leurs propres actions. Soudain, il aperçoit Finn entouré de la noblesse, dont le prince Alberich, ce qui le choque profondément. Ash découvre les 4 chevaliers influents de Kiziyoru, chacun issu de familles puissantes et respectées, connus comme les cibles principales de la capture. Malgré cette révélation, son attention se porte sur une femme mystérieuse qui se tient proche d'un de ces hommes, ce qui le trouble profondément. Une jeune femme est accusée avec véhémence d'avoir menacé Élise et d'avoir utilisé une magie maléfique sur tout le monde, ce qu'elle nie fermement. Un autre personnage la traite de sorcière et la blâme pour avoir volé les affaires d'Élise, affirmant que ceux qui méprisent les autres ne sont pas les bienvenus dans l'académie. La tension monte alors que les accusations fusent sans relâche. Ash refuse catégoriquement l'idée que Finn puisse être la coupable, rappelant sa bonté et ses soins envers tous. Finn, quant à elle, suggère que la véritable coupable pourrait être quelqu'un d'autre. Dans l'ombre, une jeune femme observe la scène avec détermination, tandis que le prince, visiblement agacé, décide d'intervenir plus fermement pour mettre fin à cette mascarade. Soudain, une pluie torrentielle s'abat brutalement, surprenant tout le monde. Ash appelle Finn, tandis que les élèves cherchent rapidement refuge à l'intérieur de l'école. Gênés par la visibilité réduite, l'atmosphère devient encore plus tendue sous cette averse inattendue. Soudain, le protagoniste saisit fermement la main de Finn, l'entraînant avec lui, il l'appelle avec détermination, prêt à agir malgré la confusion ambiante. Finn, surprise, le suit sans hésiter. La pluie continue de tomber sans relâche, accentuant la tension ambiante. Ash affirme qu'il ne peut pas laisser Finn seul, la mettant en garde contre le danger imminent qui la guette. Surprise, elle réalise peu à peu la gravité de la situation. Ash utilise une magie appelée Blessing qui assèche instantanément ses vêtements et ses cheveux mouillés. Finn, étonné, se demande si c'est la magie dont elle avait entendu parler. Il lui explique que cette magie sacrée nettoie le corps des impuretés et que seul lui peut l'utiliser. Ash, sérieux et déterminé, demande à Finn si son harcèlement et la fille nommée Élise sont liés à la situation actuelle. Il lui saisit doucement les mains, conscient de la difficulté de sa requête, mais insiste pour qu'elle lui raconte tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent afin d'améliorer leur situation. Finn accepte finalement de tout révéler. Malgré la longueur de son récit, elle commence par expliquer qu'elle a toujours eu un pouvoir extraordinaire, guérir instantanément toute blessure ou maladie. Mother Hild, qui l'a élevée avec soin, lui interdit d'utiliser son pouvoir de guérison sans sa permission. Finn devait donc toujours obtenir son accord, sauf dans les cas où les blessures étaient trop graves pour être soignées avec une simple potion. Ces jours paisibles passés à l'orphelinat, situé à la frontière, restent un souvenir précieux. Il y a 3 ans, en cueillant des herbes en montagne, elle rencontre une personne gravement blessée et décide de briser l'interdiction de Mother Hild en le guérissant immédiatement. Surpris par son pouvoir, cet homme lui pose de nombreuses questions et souhaite lui rendre l'appareil. Ils entament alors ensemble la descente de la montagne, marquant le début d'une nouvelle relation. 1 an plus tard,
Finn reçoit une invitation exceptionnelle à s'inscrire à la prestigieuse Académie royale de magie. Convaincue qu'elle pourra ainsi sauver de nombreuses personnes, elle accepte avec enthousiasme cette opportunité unique. Pourtant, en tant que roturière, elle se retrouve rapidement perçue comme une étrangère dans cette institution réservée à la noblesse. La seule personne qui acceptait de lui parler était Élise. Rapidement, elle lui confia son secret, un pouvoir qu'elle possédait. Peu après, Élise montra un intérêt particulier pour ses activités, lui proposant de suivre ensemble un cours. Notre héroïne réalise qu'elle vit désormais selon les décisions d'Élise, qui l'a invitée à découvrir un magasin en ville, mais elle découvre aussi avec effroi qu'Élise ne se contente pas de répandre de simples rumeurs à son sujet, elle la menace avec une magie maléfique. Cette trahison dépasse tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle commença à utiliser une quantité excessive de potions pour soigner les blessures du prince Albéric et de ses amis, que notre héroïne pouvait facilement guérir, mais lorsqu'elle comprit enfin la gravité de la situation, il était déjà trop tard. Lors d'un entraînement en extérieur, alors qu'elle lançait son sort de protection défensive, elle reçut un coup fatal, face à des adversaires non habitués au combat contre les monstres. Ash est accusé violemment d'avoir tenté de les tuer avec son sort de protection défensive, une magie jugée répugnante et dangereuse par ses camarades. Il lui ordonne de ne jamais utiliser ce pouvoir dégoûtant devant eux à nouveau. Plus tard, la tension reste palpable alors qu'on entend une nouvelle insulte cinglante à son encontre. Le conseil, implacable, annonce qu'il ne tolérera plus ces actes de barbarie et menace clairement d'expulser notre héroïne de l'académie. Malgré ses supplications et son innocence clamée, ses paroles tombent dans l'indifférence la plus totale. Face à leur refus catégorique, elle est contrainte de quitter immédiatement l'académie, abandonnée et incomprise. À son réveil, elle se retrouve seule, en larmes dans une ruelle sombre. Soudain, une voix s'élève pour lui offrir un abri sous un parapluie, l'avertissant qu'elle risque de tomber malade si elle reste là. Ce geste inattendu vient de celui qui l'avait appelé à cet endroit, éveillant en elle une lueur d'espoir. Ash remercie pour les explications reçues. Comprenant enfin la situation, on apprend que tout ce qui s'est passé jusqu'à l'entrée à l'académie suit fidèlement l'histoire du jeu Kizuiyoru, où Merrill tentait d'éviter le destin tragique d'une sainte destinée à combattre le seigneur démon. La véritable source du problème semble donc être Élise, ce qui éclaire d'un nouveau jour les événements. Le jeu Kizuiyoru commence une fois que Finn est guéri et attire l'attention des cibles à capturer. On suppose qu'Élise a pris le contrôle des actions de Finn en imitant la magie sacrée grâce à des potions. Cela semble impossible sans une connaissance complète de Kizuiyoru. Ash réfléchit profondément et conclut qu'il est très probable qu'elle soit une réincarnée. Son regard sérieux trahit l'importance de cette révélation. Face à lui, une autre personne semble hésitante, cherchant ses mots. Ash remercie sincèrement pour les nombreuses fois où il a été sauvé. La jeune femme, hésitante, exprime son désir de partir pour ne pas causer davantage de problèmes. Il l'interroge alors avec sérieux, est-elle prête à rester vaincue par Élise et sa bande? Ash la provoque durement, lui demandant si elle veut vraiment fuir en rampant. Honteuse, la jeune femme refuse catégoriquement, mais avoue son incapacité à prouver son innocence ou à protéger les autres. Avec un sourire confiant, il lui assure qu'il reste encore une flamme de combat en elle, ce qui la surprend. Ash affiche un sourire confiant et promet de l'aider à triompher de tous ses ennemis. La jeune femme, surprise, semble soudain pleine d'espoir face à cette assurance. Une nouvelle phase de leur combat désespéré est sur le point de commencer. Ayn, pleine d'espoir et de détermination, supplie Ash de l'aider à gagner. Ash, sûr de lui demande de lui faire confiance et promet de la libérer de cette humiliation. Leur alliance est scellée, prête à changer leur destin. Ash retrouve Yan et s'excuse pour leurs précédents différends. Il comprend que son conflit avec les membres influents de l'école lui cause des ennuis. Sentant qu'on l'évite, il réalise que ses actions ont des conséquences sociales qu'il doit désormais affronter. Ash remarque que personne ne se doute que c'est lui qui a provoqué l'orage qui a conduit à l'annulation des cours. Il se félicite d'avoir laissé Finn se reposer à la maison, tout en profitant de ce temps pour récolter des informations seul. Ash découvre qu'Élise passe ses journées dans la cour à flirter tour à tour avec les 4 chevaliers, suivant une sorte d'engagement simultané. Il comprend qu'elle suit une voie spéciale où elle peut être fiancée à plusieurs prétendants en même temps, et réalise qu'Élise est actuellement engagée dans cette stratégie. Il ne fait aucun doute qu'elle possède des connaissances sur Kizuiyoru, mais il reste à confirmer si elle est vraiment une réincarnée. Élise semble terminer rapidement ses visites au stand de sandwich, fait maison, préférant les garnitures achetées en magasin. Comme prévu, elle se trouve cette fois au magasin de l'école, toujours au centre des rumeurs. Ash remarque qu'Élise semble déçue par le peu de variété dans les sandwichs restants. Il l'interpelle directement, confirmant son identité.
Élise, surprise, admet être bien celle qu'il cherche, et Ash la félicite pour ses fiançailles avec le deuxième prince, ce qui la laisse bouche bée. Elle se réjouit que quelqu'un comme lui la félicite, et s'interroge avec malice si la forte pluie n'était pas une façon de célébrer l'événement. De son côté, Ash s'excuse pour avoir perdu le contrôle de sa magie en s'entraînant, assurant qu'il ne voulait blesser personne. Ayn, amusé, remarque qu'il protégeait en réalité ce morceau de déchet. Ash rappelle à Élise qu'elle est devenue un véritable espoir pour les Sans-Manches, notamment en se fiançant au prince Albéric. Il ajoute que beaucoup la comparent à une Cendrillon moderne ou à une princesse Kaguya. Élise, surprise, répète le nom Cendrillon avec étonnement. Élise se montre ravie d'être comparée à une figure aussi emblématique que Cendrillon. Lorsqu'on lui demande comment elle a pu se rapprocher du prince, elle répond avec malice qu'elle a simplement suivi l'exemple de quelqu'un qui l'a guidée auparavant, sans en révéler davantage. Ash s'enquiert du bien-être d'Élise face aux brimades qu'elle subit de la part d'une roturière. Elle admet que cela a été douloureux, expliquant que cette jalousie l'a poussée à répandre des rumeurs malveillantes et à détruire ses affaires. Malgré tout, elle semble essayer de faire bonne figure. Ash reconnaît à quel point cela a dû être douloureux, mais Élise assure qu'elle va mieux maintenant. Alors qu'elle s'éloigne, une nouvelle inquiétante est annoncée. Albéric a consulté le directeur, et la roturière jalouse recevra demain un avis d'expulsion, la forçant à quitter l'académie. Ash exprime son soutien à Élise et lui souhaite bonne chance pour sa romance, ce à quoi elle répond avec gratitude. Il ressent un certain soulagement en voyant qu'elle va mieux. Dans un moment de réflexion, il est certain d'une chose, Élise est une réincarnatrice. Les contes de Cendrillon et de la princesse Kaguya n'existent pas dans ce monde, pourtant elle les connaissait. Ash remarque que toute personne née ici trouverait ces noms étranges, et l'exemple qu'elle a donné pour se rapprocher de Sa Majesté fait référence à l'histoire principale de Kizuyoru. Il conclut qu'il a maintenant assez d'informations, il ne reste plus qu'à se battre. Élise apprend avec stupeur qu'elle est menacée d'une expulsion forcée. Ash confirme ses soupçons et lui explique qu'ils vont contester cet avis en prouvant que c'est un calomnie, avant de défendre son innocence lors d'un duel. Leur détermination à se battre pour la vérité est claire. Dans ce pays, les décisions injustes peuvent être renversées par un duel où l'on mise tout ce que l'on possède. Ash explique que même la royauté perd sa dignité si elle refuse un duel. Élise, inquiète, souligne que ses adversaires sont des professionnels aguerris, doutant de leur chance, mais il lui assure qu'elle ne combattra pas seule et qu'il va la pousser à se surpasser comme jamais. Ash demande à Élise si elle a la détermination nécessaire pour affronter ce combat. Elle répond avec conviction qu'elle fera tout ce qu'elle peut. Ils scellent leur accord et se préparent à agir dès le lendemain, unis par leur volonté commune. Le lendemain, Élise fait face à un groupe nombreux qui la méprise ouvertement, la traitant d'incapable. Eugène, visiblement agacé, se demande quel est le problème avec elle, mais un allié intervient pour calmer la situation. Le regard d'Élise, déterminé, montre qu'elle ne se laissera pas abattre. Ash accuse Finstone d'avoir mis en danger les élèves avec sa magie malveillante et d'avoir harcelé Élise par des rumeurs malveillantes, ternissant ainsi la réputation de l'Académie royale de magie. Il annonce son expulsion immédiate. Finn, accablée, confirme que c'est bien la raison de son renvoi. Elle dénonce ces accusations comme étant de la calomnie malveillante. Pour laver son honneur, elle lance un défi de duel à Sa Majesté, déterminée à prouver la vérité par ses propres moyens. Ash Leben, le second fils d'une famille noble peu connue, se présente avec assurance et annonce qu'il fera équipe avec Finn pour ce duel. Face aux moqueries des autres élèves, il affirme comprendre pleinement les enjeux de ce combat. Le duel opposera 4 combattants contre Finn et Ash, ce qui semble acceptable pour le moment. Cependant, une voix s'élève pour questionner si 4 personnes suffiront vraiment et suggère qu'Élise devrait aussi participer. Cette remarque surprend visiblement l'assemblée. Un élève s'insurge avec véhémence, refusant que la faible Élise affronte des adversaires aussi méprisables. Ash prend alors la parole, exigeant le retrait des calomnies, l'annulation de l'expulsion de Finn, des excuses publiques, ainsi qu'une promesse de ne plus jamais lui nuire, ni à ses proches. Un élève arrogant exige l'exil immédiat de Finn et Ash, les traitant de déchets indignes même de croiser son regard. Il propose de régler le conflit à ses conditions, avertissant que la défaite entraînera une expulsion sans pitié du pays. Le ton est clair, la tension monte d'un cran dans cette confrontation. Finn affirme avec détermination qu'elle accepte de participer au combat et qu'elle n'a aucune intention de perdre, malgré les doutes qui la rongent intérieurement. Son regard décidé contraste avec son inquiétude cachée. Le groupe adverse fixe la date du duel, proposant qu'il ait lieu dans une semaine. Leur leader affiche un sourire confiant et menaçant, promettant d'écraser Finn sans laisser de survivants.
le défi est lancé, la tension monte alors que le combat approche. Une semaine après le défi, Finn et Ash se retrouvent pour préparer leur stratégie. Ash demande quel plan ils vont adopter pour le duel, tandis que Finn lui répond qu'il doit simplement combattre selon ses instructions. La tension est palpable alors que le combat approche. Ash affirme avec confiance qu'ils vont gagner, malgré le doute exprimé par Finn. Leur échange scelle leur détermination commune à remporter ce duel. Ils savent qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir durant cette semaine de préparation, maintenant il ne reste plus qu'à agir. Un nouveau personnage nommé Yann fait son apparition, corrigeant une erreur de traduction précédente. Il affiche un sourire confiant, prêt à intervenir dans la suite des événements. Sa présence semble promettre un tournant important pour le duel à venir. Le duel s'annonce intense, avec une déclaration de justice prête à s'abattre sur les adversaires. Notre héros, confiant, affirme qu'il a tout ce qu'il faut pour garantir la victoire. Le match peut enfin commencer, sous les regards déterminés des deux camps. L'adversaire, déterminé, promet de faire disparaître l'arrogance de notre héros. Ce dernier reçoit le soutien d'une alliée qui compte sur lui pour réussir. Dans un souffle, elle active une technique puissante, la barrière de lumière. L'allié de notre héros déploie la barrière de lumière, formant un dôme protecteur autour d'eux. L'adversaire, surpris, s'exclame face à cette défense inattendue. Furieux, il attaque violemment la barrière, prêt à briser cette résistance. L'adversaire frappe de toutes ses forces la barrière de lumière, mais celle-ci résiste sans faiblir. Notre héros, essoufflé, observe la scène aux côtés de son allié, tandis que l'ennemi, frustré, réalise que sa puissance ne suffit pas à briser cette défense. L'arrogance de l'adversaire vacille face à cette résistance inattendue. L'allié de notre héros concentre son énergie et prononce l'incantation pour dissiper la barrière de lumière. Ash reste attentif, prêt à réagir à ce changement soudain. L'adversaire, toujours menaçant, observe cette nouvelle étape avec vigilance. L'adversaire tente une attaque rapide, mais notre héros saisit fermement sa lance, bloquant l'assaut avec une détermination surprenante. La surprise se lit sur le visage de l'ennemi, qui n'avait pas prévu cette riposte aussi vive. Ash affiche un léger sourire confiant, prêt à contre-attaquer. Dans un élan désespéré, notre héros perd la maîtrise de sa lance, qui lui échappe des mains. Il tombe au sol, le regard fixé sur son arme précieuse, tandis que l'ennemi s'élance pour en profiter. La tension monte alors que le Gabold se retrouve hors de portée. Alors que le protagoniste se retrouve en difficulté, deux alliés interviennent soudainement, dressant une barrière de lumière pour le protéger. La jeune femme, déterminée, affirme qu'elle ne laissera pas l'ennemi passer. Leur défense solide repousse l'assaut, offrant un répit crucial au héros. Ash, encore à terre, demande un renfort d'attaque à ses alliés. L'un d'eux, souriant avec assurance, se prépare à contre-attaquer en profitant d'une ouverture dans la défense ennemie. Dans un mouvement rapide, il fonce sur l'adversaire, prêt à frapper. Les résultats dépassent toutes les attentes. Grâce à l'entraînement intensif dans le donjon, notre héros a su utiliser efficacement des objets rares, comme une épée augmentant l'expérience gagnée et un médaillon spécial réduisant la consommation de magie sacrée. Tout cela a porté ses fruits avant ce duel décisif. La jeune femme, anxieuse, ordonne à Ash de s'éloigner rapidement. Elle semble confiante que Finn pourra assurer la victoire aujourd'hui. Pendant ce temps, un golem de pierre massif fait son apparition, prêt à attaquer. Un nouvel adversaire entre en scène, un jeune homme sûr de lui qui défie directement les ennemis. Il se tient fièrement sur le poing du golem de pierre, prêt à prendre le combat à son compte. Sans perdre de temps, il lance une boule de feu avec détermination, déclenchant une attaque puissante. Le jeune homme combine habilement les attaques du golem avec sa magie, créant un combo redoutable. La jeune femme demande à Ash de neutraliser le golem et de le maîtriser, tandis qu'elle se prépare à soutenir l'offensive. Ash s'élance alors vers le golem, prêt à lancer une boule de feu pour frapper fort. Le jeune homme exécute une attaque rapide et précise, tranchant à travers la magie ennemie avec son épée. Sa maîtrise impressionne Ash, qui reste stupéfait devant cette technique inattendue. L'intensité du combat monte d'un cran grâce à cette démonstration de puissance. L'épée utilisée n'est pas ordinaire, elle est imprégnée d'une magie aqueuse appelée Aqua Splash, capable d'annuler facilement les sorts ennemis grâce à ses propriétés d'eau. Le golem de pierre se prépare à attaquer tandis que notre héros s'élance rapidement vers lui, prêt à frapper avec précision. Ash se lance dans une attaque fulgurante, son épée tranchant l'air avec une précision mortelle. Il vise directement les jambes massives du golem, prêt à exploiter une faille dans sa défense. La tension est à son comble alors que le combat entre en phase décisive. Ash découvre que la durabilité du golem est étonnamment faible, bien moindre que celle de son contrôleur. Soudain,
ce dernier utilise une magie d'immobilisation, surprenant notre héros qui se retrouve pris au piège. La situation devient critique alors que le combat bascule. La jeune femme affirme qu'elle ne laissera plus personne s'interposer, tandis qu'elle remarque que les deux autres adversaires sont déjà immobilisés. Dans les gradins, les spectateurs doutent de la victoire de notre héros, tandis que ce dernier, en proie à la frustration, se demande ce qui se passe et réalise qu'il a volé le rôle de héros à la fille, alors que tout semblait bien se passer jusqu'à présent. Le combat s'intensifie alors qu'il ne reste plus qu'un seul adversaire debout, un allié. Albéric confirme avoir infusé une arme avec une magie royale puissante. Grâce au temps gagné par notre héros, ce dernier commence à comprendre l'importance de cette arme et réalise qu'elle pourrait changer le cours du combat. Albéric brandit fièrement l'arme infusée de magie royale, prêt à changer le cours du combat. Son sourire confiant reflète l'espoir renaissant de notre héros. Cette arme pourrait bien être la clé de la victoire. Le dernier adversaire se moque d'Aaron, le défiant avec arrogance malgré son état affaibli. Aaron peine à se relever, visiblement épuisé. Clear, inquiète, le supplie de ne pas s'approcher, craignant pour sa sécurité. Clear exprime toute sa gratitude envers Aaron, révélant combien il lui a appris et combien elle a été heureuse à ses côtés. Un doux souvenir partagé entre eux éclaire ce moment de tension. Soudain, une main se pose sur une pierre mystérieuse, suscitant une réaction surprise. Clear, le sourire aux lèvres, fait une prière silencieuse pour la victoire, espérant protéger le monde qu'ils ont partagé avec tant d'amour. Une voix appelle son nom avec urgence, mais elle reste déterminée. Ses mains saisissent une pierre mystérieuse, symbole d'espoir et de pouvoir. Une voix appelle Clear avec urgence, tandis qu'une main gantée s'empare d'une épée brillante, symbole de pouvoir imminent. La tension monte, chaque souffle devient lourd d'espoir et de peur. Achalette, pris entre détermination et inquiétude. Dans Kizuior, la bien-aimée du héros se transforme en arme sacrée grâce à une relique divine, devenant ainsi la Holy Sword Clear. Ce sacrifice permet de vaincre le boss final, mais le jeu est conçu pour briser émotionnellement les joueurs investis dans son histoire. Ash, submergé, s'interroge avec désespoir sur la nature de cette épreuve. Ash révèle que seuls les descendants du premier roi peuvent manier la légendaire Holy Sword Clear, une arme sacrée transmise au sein de la famille royale. Il défie avec mépris ses adversaires, affirmant la réalité tragique derrière cette épée. Cette révélation confirme que l'histoire du héros Aaron et de Sainte Clear est bien ancrée dans le réel. Ash dénonce avec colère celui qui traite Clear comme un simple outil, méprisant leur courage et leur honneur. Une poigne serrée trahit sa rage grandissante face à cette trahison. Son regard intense exprime un ressentiment profond, qu'il juge impardonnable. Face à la gravité de la situation, le protagoniste demande à son allié de lui appliquer tous les buffs défensifs possibles. Celle-ci, un peu surprise mais déterminée, accepte immédiatement de le soutenir. Leur alliance se renforce alors qu'ils se préparent à affronter ensemble l'épreuve à venir. Ash s'avance avec assurance, brandissant une épée sacrée, et déclare que la magie répugnante de son adversaire ne lui sera d'aucune utilité. Une jeune fille, visiblement soulagée, le remercie timidement en l'appelant Ash. Ash, surpris, recule face à l'attaque soudaine de son adversaire qui brandit son épée en criant qu'il est trop tard pour demander pardon. Ce dernier affiche un sourire narquois, se moquant de la peur qu'il croit déjà voir chez son ennemi. La tension monte alors que le combat s'engage véritablement. L'adversaire lance une attaque rapide, saisissant l'épée du protagoniste avec force. Ce dernier, surpris, tente de réagir mais se fait surprendre par la puissance de son ennemi. La lutte s'intensifie dans un choc brutal entre les deux combattants. L'adversaire profite d'un moment d'inattention pour asséner un coup violent au visage du protagoniste, le faisant grimacer de douleur. Ce dernier, choqué, réalise soudain l'intensité de la menace qui pèse sur lui. Son regard s'assombrit, marqué par une détermination nouvelle. Le combat s'intensifie alors que Ash parvient à saisir fermement l'épée. Malgré la pression de son adversaire, une foule inquiète observe la scène, doutant de la capacité du prince à tenir face à cette menace. La tension monte, symbolisée par un poing serré, prêt à frapper. Une jeune fille saisit le bras du protagoniste avec une urgence palpable, suppliant qu'il cesse le combat. Son visage exprime une profonde inquiétude tandis qu'elle s'accroche à lui, cherchant à le raisonner. Le héros, surpris, reste figé, partagé entre la lutte et cette intervention inattendue. Ash, à genoux, accepte la fin du combat, conscient qu'il ne peut plus continuer sans verser davantage de sang. La jeune fille exprime sa gratitude d'avoir pu l'arrêter à temps, tandis qu'un soldat remet l'épée à Ash. L'annonce officielle déclare Ash et Finstone vainqueurs, alors que le prince Albéric est hors de combat. Finn implore Ash de ne plus jamais se blesser ainsi, et il lui promet de faire attention.
elle utilise alors une magie de guérison pour soigner ses blessures, tandis qu'un champ de soins enveloppe les alentours, réparant aussi ceux qui sont à terre. La jeune fille serre son foulard avec émotion, soulagée que tout soit enfin terminé. Finn questionne Ash, doutant de sa décision de soigner ceux qui l'ont maltraité, mais il reste ferme, incapable d'ignorer les souffrances autour de lui. Alberich, furieux et incapable d'accepter la défaite, accuse ses adversaires de tricherie. Un homme calme lui intime de cesser ses accusations, le jugeant ridicule. Un homme s'incline avec respect pour s'excuser du comportement honteux de son jeune frère, assurant qu'il sera immédiatement confiné et puni plus tard. Finn, surprise, est retenue par un homme tandis qu'elle murmure « frère ». Une autre personne demande à Finn ce qu'elle souhaite faire, la mettant dans une position délicate. Finn interroge le prince sur une éventuelle punition d'Ash pour ses actes durant le duel. Ce dernier refuse catégoriquement, affirmant qu'Ash mérite protection puisqu'il a récupéré l'épée sacrée de la famille royale. Acceptant cette réponse, Finn remercie le prince tandis qu'il prépare à aborder un second sujet. Finn demande au prince s'ils se sont déjà rencontrés auparavant, ce à quoi il répond que c'est la première fois. Un autre personnage, surpris, se demande ce qui se passe, rappelant qu'elle aurait dû être celui à autoriser l'inscription de Finn à l'Académie royale de magie. Finalement, Finn s'excuse pour le dérangement, tandis que le prince lui répond de ne pas s'en faire. Le prince demande des explications détaillées sur la manière dont la femme a découvert l'emplacement de l'épée sacrée et comment elle a été dérobée. Il ordonne que tout soit rapporté au chevalier. Pendant ce temps, Finn et Ash décident de s'éloigner, laissant le prince gérer la situation. De retour au palais, Ash avoue être épuisé après les événements récents. Il interroge Finn sur la véritable intention derrière sa question au prince Else. Finn explique qu'elle avait tenté de comparer le prince à une personne qu'elle avait sauvée dans les montagnes, mais elle réalise que c'était probablement une simple illusion, car le prince semblait étrangement détaché du monde, presque de manière inquiétante. Ash réfléchit profondément, réalisant que si chacun affirme que leur rencontre était une première fois, alors l'histoire commence à perdre sa cohérence dès ses bases. Finn, hésitante, demande à Ash ce qu'il ferait s'il devait retourner au dortoir de l'académie, cherchant à comprendre ses pensées. Ash annonce qu'il va rester un moment dans ce manoir et faire la navette vers l'académie. Conscient d'avoir causé trop de problèmes, Finn s'interroge alors sur sa capacité à entretenir correctement un tel lieu, rappelant qu'habituellement, les nobles ne font pas le ménage eux-mêmes, mais ont un intendant pour cela. Ash admet qu'il n'y a actuellement aucun intendant dans le manoir, ce qui soulève une question implicite. Finn, avec une certaine timidité, propose de devenir l'intendante du manoir et suggère qu'ils vivent ensemble sous le même toit. Ash, surpris, se demande s'il ne serait pas trop compliqué de vivre ensemble. Finn le rassure immédiatement, affirmant qu'elle ne le verrait jamais d'un mauvais œil après tout ce qu'il a fait pour elle. En repensant à leur passé, Ash se souvient que Finn a déjà vécu sous le même toit que la cible de ses romances, ce qui suscite des rumeurs parmi les gens. Ash accepte finalement de payer Finn un salaire pour qu'elle devienne l'intendante du manoir, insistant sur le fait que c'est sa condition minimale pour vivre ensemble. Finn, ravi, accepte immédiatement l'accord. Ils scellent leur entente par une poignée de main, décidant de cohabiter jusqu'à ce que la situation se calme. Le roi, profondément affecté, reconnaît la responsabilité collective dans la faute commise par leur fils insensé. Plusieurs se prosternent, prêts à expier ses actes par leur vie. Il demande alors comment résoudre cet incident grave. Ash admet que les pires fautes reviennent à son frère cadet insensé et à Élise, qui l'a poussé à agir. Ils ont abusé de leurs privilèges royaux en introduisant un trésor sacré dans un lieu interdit, ce qui justifierait normalement une exécution. Il demande alors à Élise ce qu'elle juge approprié comme punition, tout en interrogeant le roi sur la récompense destinée à ceux qui ont récupéré le trésor. Élise propose que Finstad reçoive la médaille du héros en récompense de ses exploits. Elle suggère également qu'Ash le Ben ne soit pas relégué au rang de roturier, malgré son statut de deuxième fils d'une maison quasi baroniale. Le roi intervient alors, proposant qu'Ash hérite de la maison noble de Vicomte Weiss, actuellement sans héritier. Le roi reconnaît que la proposition d'élever Ash au rang de vicomte suscitera de l'opposition et nécessitera des soutiens. Plusieurs personnages expriment leur appui, soulignant leur loyauté et leur engagement envers la couronne. Ash suggère que, compte tenu de la fidélité de leur père, la sanction pour les 3 coupables pourrait se limiter à de simples réprimandes. Ash propose que les coupables soient simplement contraints de présenter des excuses publiques à Ash le Ben et Finstad dans la grande salle de l'Académie royale de magie, une humiliation qu'ils n'oublieraient jamais. Le roi écoute attentivement, affirmant que la décision finale lui revient. Un conseiller interroge le roi sur sa réelle satisfaction quant aux sanctions proposées. Il rappelle que pour assurer la survie du pays, il faut des ennemis maîtrisables.
Tout en suggérant que le roi connaît déjà la véritable nature d'Ashleben, il évoque aussi le réveil de Finstad en tant que sainte de la lumière, soulignant leur importance stratégique. Le conseiller explique que tant qu'il n'aura pas de certitude, tout cela reste une simple spéculation. Il insiste sur la nécessité d'une pression extérieure pour renforcer le pays et garantir sa survie sur le long terme. Il accepte même que son propre corps se détériore si cela permet d'assurer cet avenir. Ash s'adresse à la Sainte de la Lumière et aux Irréguliers, curieux de découvrir quel avenir ils construiront ensemble. Une nouvelle étape commence, pleine de promesses et d'incertitudes. Après avoir évité un mauvais dénouement, notre héroïne commence une nouvelle vie sous le même toit que lui. Une cohabitation pleine de promesses et de possibles turbulences s'annonce. Quelques jours après avoir commencé à vivre ensemble, elle le réveille doucement, marquant le début d'une nouvelle journée pleine de promesses. Le protagoniste, encore à moitié endormi, s'éveille lentement sous son regard attentif. Il part le premier, tandis qu'elle reste à la maison pour finir la lessive. Pour éviter les rumeurs, ils vont à l'académie à des horaires différents, préservant ainsi leur secret de cohabitation. À l'académie, un camarade salue notre héros avec un surnom inattendu, l'or ravagé. Ce dernier, un peu gêné, lui demande de ne pas l'appeler ainsi. Malgré tout, son exploit contre les 4 chevaliers lui vaut une réputation impressionnante, même si le surnom ne lui plaît guère. Yann rassure Ash en lui rappelant qu'il le connaît bien et qu'il ne correspond pas aux rumeurs circulant à l'académie. Touché, Ash exprime sa gratitude d'être traité normalement. Leur échange sincère se termine sur une touche d'humour, Yann repoussant affectueusement une étreinte inattendue. Le directeur demande à voir notre héros, ce qui surprend ses camarades. Ce dernier, un peu hésitant, se prépare à répondre à cette convocation. Il frappe à la porte et entre avec respect. Le directeur accueille Finstad avec un ton solennel, marquant le début de la réunion. Il s'excuse pour avoir laissé circuler des rumeurs malveillantes à son encontre sans intervenir plus tôt. Malgré l'inquiétude initiale, il rassure les 2 élèves en précisant que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Finn exprime son soulagement et sa satisfaction de pouvoir rester à l'académie. Retrouvant confiance en elle, le directeur se tourne alors vers Ash et lui remet une lettre scellée, précisant qu'elle lui a été confiée personnellement par le roi. Surpris, Ash réalise l'importance du message qu'il vient de recevoir. Le protagoniste sent que cette lettre pourrait lui causer des ennuis. Le directeur met fin à la réunion en les autorisant à partir. De retour chez lui, Ash entend l'appel pour le dîner. De retour à table, Ash reste pensif, incapable de manger. Finn, curieuse, lui demande ce que contenait la lettre. Il lui révèle alors qu'elle annonce qu'il recevra la médaille du héros et sera élevé au rang de vicomte. Ash explique que cette promotion n'est pas une vraie célébration, mais une condition imposée pour régler discrètement certaines affaires. Il révèle que dans leur pays, la montée en grade social est quasiment impossible, surtout pour sa famille pauvre de quasi-baron, qui ne peut espérer qu'un mariage pour améliorer son rang. En tant que 2e fils, il était destiné à rester roturier sans cette intervention. Cet ennoblissement est en réalité une condition. Ash doit renoncer à évoquer le duel pour obtenir ce titre et une position stable. Finn comprend enfin pourquoi il semblait si abattu. Malgré tout, elle lui permet de se réjouir sincèrement de la médaille du héros. Finn réalise que la médaille du héros est la plus haute distinction qu'un roturier puisse recevoir, avec une compensation financière annuelle. Ash explique que sa cérémonie d'ennoblissement aura lieu en même temps que celle de Finn, juste après la remise des prix aux meilleurs élèves de l'académie. Pour éviter d'attirer une attention négative, il suggère qu'ils doivent exceller aux examens. Ash demande à Finn quelle est sa moyenne aux examens généraux, ce qui la met visiblement mal à l'aise. Après un moment d'hésitation, elle finit par lui remettre ses résultats, révélant qu'elle se situe au mieux dans la moitié inférieure du classement. Ash est soulagé que l'académie n'ait pas de système de redoublement. Les examens généraux comprennent des épreuves écrites, pratiques d'escrime et de magie. Malgré l'interférence d'Élise, Finn obtient des résultats corrects en escrime et magie, mais c'est surtout aux examens écrits qu'elle peine, avec des notes quasi éliminatoires selon les critères d'Ash. Ce dernier décide donc qu'ils vont commencer à étudier immédiatement, ce qui déstabilise Finn. Le jour de la publication des résultats des examens écrits, certains élèves peinent à croire leurs notes malgré leurs efforts. De son côté, Ash remarque que ses résultats ont progressé par rapport à l'année précédente, confirmant que le fait d'enseigner à quelqu'un d'autre l'a aussi aidé. Une rumeur circule alors sur un étudiant de première année ayant obtenu un score parfait dans toutes les matières écrites, un exploit sans précédent. Une rumeur étonnante circule, un étudiant de première année aurait obtenu un score parfait dans toutes les matières écrites, un exploit presque inimaginable. Certains pensent même que seul un réincarné, avec des connaissances d'une vie antérieure, pourrait y parvenir.
cette idée trouble profondément Ash. Finn révèle fièrement ses résultats à Ash, qui remarque immédiatement une nette amélioration par rapport à l'année précédente. Elle lui attribue avec gratitude ses progrès, le remerciant chaleureusement. Ash attribue ses progrès aux efforts acharnés de Finn, qui insiste pour partager le mérite, reconnaissant que leurs études communes ont aussi amélioré ses notes. Il reste un peu hésitant. Finn, avec un sourire malicieux, lui demande alors s'il pourrait exaucer une faveur en guise de récompense. Ash accepte d'exaucer la faveur de Finn, qui lui demande de remplacer tous les ustensiles de cuisine usés. Surpris, il demande lesquels, et elle répond avec un sourire gêné que ce sera l'intégralité des ustensiles. Ash commence à rassembler les ustensiles de cuisine usés, mais Finn l'interrompt fermement, lui indiquant que ce n'est pas ce qu'elle voulait. Surprise, il demande des précisions, tandis qu'elle lui ordonne de tout remettre à sa place. Ash doute que leurs notes actuelles suffisent à les placer parmi les meilleures, mais Finn le rassure en insistant sur l'importance de leur performance en escrime et en magie pratique. Elle rappelle qu'ils ont déjà surpassé les 4 chevaliers, ce qui renforce leur confiance. Ash accepte ses paroles avec un léger sourire, convaincu par son soutien. Ash reconnaît à Finn qu'elle est vraiment fiable, ce qui la surprend. Ils évoquent ensemble le risque qu'il a couru de faire faillite au magasin général plus tôt. Finn le met en garde contre ses dépenses excessives, et il promet d'être plus prudent à l'avenir. Avec un sourire malicieux, il lui lance simplement, comme une épouse. Sa remarque surprend vivement Finn, qui réagit avec un mélange de choc et d'incrédulité. Ash complimente Finn en soulignant ses qualités et en affirmant que celui qui l'épousera sera heureux. En repensant à cela, il regrette que le prince Albéric et les autres aient laissé filer quelqu'un d'aussi exceptionnel. Finn, bouleversé, murmure à peine, surprise par cette idée d'être une épouse. Ash s'excuse rapidement, réalisant qu'il a été maladroit dans ses propos. Finn, un peu gêné, assure qu'elle n'a pas été blessée et lui demande de ne pas s'inquiéter. Leur échange est interrompu par une nouvelle voix qui attire leur attention. La République est en pleine crise, avec des conflits qui s'intensifient et de nouvelles factions qui émergent sans cesse. Les révolutionnaires et ceux qu'ils ont renversés sont désormais tous morts, plongeant la région dans le chaos. Autrefois monarchie dans le sud, la situation est devenue instable depuis la Révolution, rendant même les déplacements des marchands impossibles. Notre héroïne avoue ne rien savoir de plus sur la situation, n'ayant pas été informée des détails. Pourtant, l'idée d'être une épouse la fait sourire timidement, un mélange d'appréhension et d'espoir se lisant sur son visage. Ensemble, ils reprennent leur chemin, portant leurs affaires, prêts à affronter ce qui les attend. Les examens pratiques de magie et d'escrime, organisés pour tous les niveaux, viennent de commencer. Le numéro 43, Ash Leben, est appelé à passer son épreuve. Notre héros s'avance avec détermination, prêt à relever ce nouveau défi. L'examinateur demande à Ash de lancer sa magie spécialisée sur une cible de type monstre, en précisant que les baguettes prêtées par l'Académie doivent être utilisées pour évaluer correctement les compétences. Le système de notation prend en compte la puissance magique, la finesse et la rapidité d'incantation, avec un total possible de 100 points. Confiant, notre héros s'apprête à enflammer le ciel avec ses sorts de feu, d'eau et de vent. Le ciel s'assombrit soudainement, plongeant tout le monde dans l'inquiétude. Certains élèves prient silencieusement, tandis que notre héros analyse la situation avec calme, conscient que sa magie n'a pas encore atteint sa pleine puissance. Il se prépare à poursuivre son épreuve, maîtrisant parfaitement l'intensité de son sort. Le monstre d'entraînement se dresse soudainement, brandissant ses épées et boucliers avec une rapidité impressionnante. Notre héros reste immobile, observant attentivement chaque mouvement de la créature. Le calme revient peu à peu dans l'arène, alors que le ciel s'éclaircit doucement. L'ordre est donné de remplacer immédiatement la cible, ce qui surprend l'assistante qui ne comprend pas pourquoi. On lui explique alors que la cible est désormais totalement inutilisable, avant qu'elle ne disparaisse soudainement sous ses yeux. Le protagoniste apprend avec surprise que la cible, protégée par une barrière magique infranchissable même pour plusieurs mages de la cour, a pourtant été détruite. Il demande alors son score et découvre qu'il a obtenu la note parfaite. Impressionné, un mage expérimenté lui propose sérieusement de devenir sorcier de la cour après sa graduation, ce à quoi il répond timidement qu'il y réfléchira. Le protagoniste, encore essoufflé, réalise que son résultat inattendu devrait le placer parmi les meilleurs. L'ordre est donné à la suivante, Finstod, de commencer son épreuve. Celle-ci se prépare avec détermination, brandissant sa baguette pour lancer un sort. Finstod lance un sort impressionnant, déployant plusieurs rayons de lumière magique. Elle obtient un score de 95 points, visiblement soulagée. Dans le public, les spectateurs sont stupéfaits par la puissance inhabituelle de sa magie.
Finn reconnaît humblement que sa technique est le fruit de ses propres efforts, aidé seulement par un léger coup de pouce pour monter en niveau. Deux spectateurs remarquent avec étonnement la puissance et la rapidité de son attaque mêlant magie de l'eau et de la glace. Les éclats de glace tranchants volent dans tous les sens, témoignant de la maîtrise impressionnante de Finn. Elle lance sa magie sans utiliser de baguette, un exploit rare puisque les 5 magies élémentaires standards nécessitent habituellement cet outil pour être maîtrisé. Même Finn a dû s'en servir délibérément lors de l'examen. Cette capacité révèle un contrôle magique exceptionnel. Sarasa Enforcée obtient un score impressionnant de 90 points, suscitant la curiosité et les murmures parmi les spectateurs. Certains se demandent si elle serait réellement une réincarnation, intrigués par ses performances exceptionnelles. Son nom et son origine noble restent un mystère pour beaucoup, renforçant son aura énigmatique. L'examen pratique d'escrime Diane commence avec un combat en 1 contre 1 contre un golem d'entraînement. La victoire se décide dès qu'une barrière ou une arme est détruite, ou si l'étudiant abandonne. Ash revient de son épreuve, félicité pour sa performance. Finn s'inquiète pour Yann, qu'elle a vu visiblement troublé plus tôt. Ash explique que le jeune homme traverse une période difficile à cause de problèmes familiaux. Yann révèle que sa famille est sur le point d'être prise en main par un aîné d'une branche secondaire. Yann confie qu'il ne s'agit pas seulement d'une prise de contrôle, le chef de la branche secondaire veut marier sa petite sœur, âgée de seulement 10 ans, déterminé à la protéger. Il demande à Ash de lui enseigner la magie pour devenir un étudiant prometteur à l'académie. Ash explique ensuite que c'est cette requête qui lui a été adressée. Yann a obtenu un score impressionnant de 82 points lors de l'épreuve pratique de magie, prouvant ainsi ses progrès. Malgré les difficultés qu'il traverse, ses résultats montrent qu'il est sur la bonne voie. Ash est confiant, Yann s'en sortira bien. Sarasa est appelée à s'avancer, attirant les regards autour d'elle. Malgré son calme apparent, elle admet qu'elle ne peut pas porter d'arme plus lourde qu'un stylo, déposant son épée au sol avec résignation. Sarasa affirme qu'elle est venue uniquement pour étudier la magie et que se faire évaluer à l'épée ne lui sert à rien. Cette déclaration surprend tout le monde, laissant planer le doute sur ses véritables intentions. Ash, méfiant, décide de rester prudent à son égard. Ash est interpellé par une voix familière et se retourne, intrigué. Il réalise alors que c'est Sarasa, l'exécutrice, qui s'adresse à lui. Elle confirme son identité avec assurance, tandis qu'Ash, pris au dépourvu, tente de cacher sa surprise. Sarasa explique que le sort utilisé par Ash est une forme de magie totalement nouvelle, impossible à reproduire simplement en combinant des attributs. Elle insiste sur la complexité de ce sort, qui nécessite une visualisation parfaite du phénomène et de son résultat. Alors qu'elle demande à Ash ce qui l'a inspiré et qui lui a enseigné ce sort, une voix l'interrompt brusquement. Alors qu'ils doivent se rendre à leur examen, l'un des personnages demande de reporter les questions à plus tard. La jeune fille, curieuse et impatiente, exprime son désir d'obtenir des réponses immédiatement, surtout sur la magie de la lumière. Malgré la difficulté, elle finit par accepter de se retirer pour le moment, bien que cela lui déplaise. La jeune fille remercie timidement Ash, qui lui répond avec gratitude. Pendant ce temps, Ash se prépare mentalement pour son épreuve, déterminé à attaquer à pleine puissance pour voir ce qui va se passer. Le test commence officiellement avec l'annonce de son nom. Le protagoniste lève son épée avec détermination, prêt à frapper. Il anticipe que son attaque sera esquivée sans difficulté, mais à sa grande surprise, un impact violent retentit, brisant le sol autour de lui, laissant son adversaire en armure perplexe. Le protagoniste est stupéfait par l'impact inattendu de son attaque et redoute une possible reprise de l'épreuve. Pendant ce temps, les observateurs discutent, certains évoquant une erreur technique, mais le chevalier en armure affirme que le golem a bien été détruit par la seule puissance du jeune homme. Le chevalier confirme que Ash a détruit le golem uniquement grâce à la puissance de son coup d'épée, un exploit rare à son âge. Peu après, les résultats sont annoncés. Ash obtient un score impressionnant de 99 points, suscitant sa surprise. Les résultats des examens sont célébrés autour d'un repas convivial, chacun levant son verre en signe de réussite. Ash est félicité chaleureusement pour ses performances exceptionnelles, surpassant même les attentes de ses camarades. Tous ont obtenu des scores suffisamment élevés pour être invités à la cérémonie des récompenses, avec Ash en tête du classement général. Ash explique qu'il portera le vieux habit Cudpy de son frère aîné pour la cérémonie. Malgré la difficulté à le porter, on apprend que la cérémonie des récompenses, organisée par Sa Majesté le Roi et le Prince héritier Els, impose un code vestimentaire strict, renforçant le caractère formel de l'événement. L'une des filles s'inquiète de ne pas avoir de robe pour la cérémonie, se demandant si leur uniforme ne suffirait pas. Notre héros rappelle que l'événement, organisé par la royauté,
exige une tenue formelle, surtout avec la fête dansante qui suivra. En repensant à un jeu, il se souvient d'un événement de shopping de robes, où elle choisissait toujours la tenue du personnage avec le plus haut niveau d'affection. La jeune fille comprend qu'elle ne pourra pas assister à la cérémonie en uniforme, surtout avec la remise de la médaille du héros qui suit la cérémonie des récompenses. On lui annonce alors qu'elles iront dès demain matin choisir une robe pour l'événement, ce qui la surprend visiblement. En arrivant à la guilde des aventuriers, notre héros demande à retirer une somme importante d'argent. L'employé l'accueille chaleureusement et lui demande ce qui l'amène aujourd'hui. On apprend que la guilde possède une banque dédiée aux aventuriers, où il est facile d'ouvrir un compte, rendant les transactions très pratiques. Le protagoniste interroge sur les intentions du duché de Louvain, qui rassemble des aventuriers de leur pays. On apprend qu'il prévoit d'envahir ce territoire avec la République, recrutant des combattants aguerris au terrain. Une inquiétude grandit en découvrant que certains nobles maîtrisent des contrats démoniaques, malgré une armée déjà puissante. On découvre que dans Ekizuyoru, plusieurs nobles malveillants ont passé des contrats démoniaques pour obtenir richesse et renommée, invoquant des démons d'un niveau équivalent à celui de Boss. Le protagoniste s'inquiète de la menace que cela représente pour leur pays. Juste à ce moment, l'employé revient avec la somme demandée, et notre héros, bien que curieux d'en savoir plus, accepte patiemment. L'employé revient vers H, lui demandant s'il a terminé ses affaires. Il confirme avoir retiré la somme sans problème, tout en trouvant rafraîchissant de la voir en tenue décontractée, loin de son uniforme habituel. Elle s'inquiète de sa réaction, mais il lui assure qu'ils peuvent partir. Alors qu'il se promène dans un marché animé, notre héroïne essaie de cacher sa faim grandissante. Le protagoniste lui propose de profiter de l'occasion pour manger quelque chose, ce qui la surprend un peu, mais elle avoue être intriguée par les brochettes exposées. Le protagoniste lui tend une brochette encore chaude, qu'elle accepte avec gratitude. En la dégustant, elle ne peut s'empêcher de lui avouer combien c'est délicieux. Leur complicité grandit doucement alors qu'ils continuent de marcher ensemble dans le marché. Curieuse, elle demande où il se dirige. Lui, d'un geste assuré, lui indique un bâtiment imposant non loin de là. Surprise, elle le regarde avec un mélange d'interrogation et d'appréhension. Ils arrivent dans Pinocchio, un centre commercial luxueux prisé par la noblesse. Ce lieu regorge de boutiques célèbres, d'un casino et de nombreuses installations de divertissement. Notre héros espère y trouver une tenue digne de leur statut. Émerveillée par le luxe du centre commercial, elle ne peut s'empêcher de le montrer. Soudain, le groupe est surpris d'apprendre qu'ils sont les 10 000 visiteurs d'une boutique, ce qui leur vaut des félicitations chaleureuses. En récompense, on leur remet un ticket défi, promettant une expérience spéciale. Elles découvrent qu'avec leur ticket, ils peuvent choisir entre échanger 100 000 G ou participer à un défi spécial. Si le défi est réussi, ils recevront un bon échangeable contre n'importe quel article de la boutique. Intrigué, notre héros se souvient de cet événement et doit maintenant faire un choix. Le groupe apprend que le défi des 10 000 visiteurs est un mini-jeu aléatoire de haute difficulté à réussir. Hésitante, elle demande conseil à H, qui la rassure en lui disant qu'elle peut y arriver. Convaincue, elle décide finalement de relever le défi. Le groupe découvre les règles du défi. Flying Star Shot, il faut charger de la magie dans un arc pour générer des flèches et abattre toutes les sphères lumineuses en un seul essai. Le temps est limité à 5 minutes, avec 2 tentatives possibles. Déterminée, elle se prépare à relever ce challenge exigeant. Le jeu événement rare, Flying Star Shot, dépend de la puissance magique et de l'intelligence pour déterminer le nombre de flèches et la vitesse de recharge. À son niveau actuel, Finn semble capable de relever le défi, mais le temps imparti s'écoule rapidement. À la fin du chrono, elle réalise avec frustration n'avoir réussi qu'à toucher la moitié des cibles. H conseille à Finn de ne pas viser les sphères une par une, mais de concentrer toute sa puissance pour les abattre simultanément. Comprenant enfin la stratégie, elle se montre déterminée à réussir son second essai. Concentrant toute son énergie, elle bande son arc avec une détermination nouvelle. D'un geste précis, elle libère une décharge lumineuse intense, visant à abattre simultanément toutes les sphères. L'éclat de la magie illumine la scène, signe d'un pouvoir déchaîné. Finn éclate de joie, fier d'avoir réussi le défi grâce au conseil d'H. Ce dernier lui adresse un sourire approbateur, reconnaissant ses progrès. En récompense, elle reçoit un ticket qui la plonge déjà dans ses pensées, hésitant sur la robe qu'elle choisira. H offre une glace à Finn, l'encourageant à la manger rapidement avant qu'elle ne fonde. Surprise, elle accepte avec gratitude. Il lui rappelle de ne pas s'inquiéter et de profiter simplement du moment comme d'un festival, ce qu'elle promet de faire avec un sourire rassuré.
Le protagoniste confronte la jeune femme, lui demandant comment elle a découvert l'emplacement de l'épée sacrée. Visiblement surprise et troublée, elle réagit vivement, refusant d'admettre quoi que ce soit. Il commence alors à lui expliquer calmement que ses fiançailles avec le prince Albéric, ainsi qu'avec les 3 autres maisons, ont été annulées par le roi, avant de lui promettre un exposé détaillé. La jeune femme refuse catégoriquement la vérité, criant que c'est un mensonge. Elle est déstabilisée, se demandant qui est vraiment cet homme. De son côté, Ash affirme que sa position est pire que celle d'un simple voleur de trésor national, avant de conclure que cette situation lui est finalement favorable. Le protagoniste rassure la jeune femme en lui promettant de ne pas entacher sa pureté, tout en avouant préférer la voir souffrir. Soudain, une silhouette masquée apparaît, brandissant une potion qu'elle présente comme capable de soigner les blessures légères, ce qui effraie immédiatement la jeune femme. Élise s'effondre soudainement, visiblement troublée, tandis que Ash s'inquiète vivement pour elle. Elle murmure qu'elle a des souvenirs d'une vie antérieure, ce qui la perturbe profondément. Une nouvelle présence fait son entrée, observant la scène avec un air satisfait. Un homme élégant, visiblement un prince, fait son entrée et s'adresse au protagoniste avec un sourire confiant. Ce dernier le reconnaît immédiatement comme son frère aîné, le prince Elz. Ce dernier ordonne au protagoniste de rester en retrait, lui rappelant qu'il a encore des affaires à régler avant de pouvoir partir. Le protagoniste explique que Élise a été torturée de manière répétée, ses blessures soignées à chaque fois pour recommencer, ce qui a brisé son esprit. Le prince Elz exprime son incrédulité face à une telle cruauté et s'interroge sur la capacité du protagoniste à utiliser la magie. Ce dernier révèle que toute tentative déclenche une absorption de magie, l'empêchant d'en user. Le protagoniste fulmine, maudit ceux qui ont triché pour remporter le duel. Sa détermination est sans faille, il promet de leur faire payer, quel qu'en soit le prix. Tandis qu'il cherche un moyen de s'échapper, un serviteur annonce l'arrivée des repas. Un serviteur entre seul dans la pièce, ce qui surprend le prince. Habitué à la présence des chevaliers pour la garde, l'inconnu se présente comme un allié, promettant d'aider Ash à fuir le pays et à soigner les blessures d'Élise. Il conclut avec un sourire rassurant, assurant qu'ils sont de son côté. Le jour de la cérémonie de remise des prix est enfin arrivé. Une jeune femme, vêtue d'une somptueuse robe étincelante, demande timidement l'avis sur son apparence, trahissant une certaine nervosité. Le protagoniste, surpris par l'apparence de la jeune femme, finit par lui avouer qu'elle est tout simplement trop belle. Cette remarque inattendue la fait rougir et elle le remercie timidement, touchée par ce compliment. Le protagoniste tend la main à la jeune femme, l'invitant à avancer ensemble. Elle accepte avec un sourire, prête à affronter la cérémonie main dans la main avec lui. Leur complicité éclaire ce moment d'espoir et de renouveau.